Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. 20 minutes de cotation à New York et c'est donc le vert qui l'emporte. On va se tourner du côté de Mescart Financial Services. C'est Grégory Volokin, le président de Mescart à New York, qui est avec nous. Grégory, bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, j'imagine que les Américains ont toujours un œil sur ce qui se passe du côté de de Chypre, en l'occurrence, où se tenait la réunion de la Banque Centrale Européenne, mais vous avez eu vos propres indicateurs, et notamment des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage, là, qui sont tombées avant l'ouverture chez vous. Que nous disent ces chiffres-là, Grégory? Ces chiffres étaient un tout petit peu décevants. Il faut faire attention, c'est le mois de février qui est en cause, mais ça peut peut-être annoncer un chiffre demain en dessous du consensus. Il faut se rappeler que le chiffre qu'on attend demain pour le mois de février, c'est 235 000 créations d'emplois, donc c'est le chiffre de la semaine et c'est le chiffre qui peut-être fera bouger les marchés, parce que pour le moment, en fait, je dirais que les marchés ne réagissent pas à grand-chose depuis le début de cette semaine aux États-Unis, ni à la BCE, ni au Nasdaq 5000, ni aux fusions et acquisitions qui sont annoncées pratiquement quotidiennement. Bah oui, il y en a une grosse encore dans le secteur de la pharma. Alors il faut cette AbbVie là, cette fois, qui rachète un autre acteur dans le secteur pharmaceutique, AbbVie, qui avait échoué dans sa tentative de fusion avec le Britannique Shire, hein. C'était une histoire il y a quelques mois, ça, Grégory. Absolument, mais là, les motivations sont différentes. Quand AbbVie voulait racheter Shire, c'était vraiment une question fiscale, pour défiscaliser leur domicile, avec la possibilité donc de payer beaucoup moins d'impôts en étant basé en Irlande. Dans le cas de Pharmaceutical, ils rachètent en fait surtout un produit phare qui est un médicament très efficace contre la lutte contre la leucémie, avec peu d'effets secondaires, un médicament dont la pilule, la dose coûte $100 000. Donc c'est un médicament qui est très porteur. Mais maintenant le problème c'est que d'abord Pharmaceutical, ils ont pour 400 millions de dollars de ventes cette année, et AbbVie paye 21 milliards, donc vous voyez que c'est un multiple de plus de 40 fois les ventes, qui est absolument incroyable. Ah oui. Et l'autre chose, c'est que Pharmaceutical partage avec Johnson & Johnson l'exclusivité de ce médicament. Donc comme investisseur, je ne le suis pas, mais comme investisseur de AbbVie, on se pose la question, mais est-ce que là, ils dépensent pas beaucoup trop pour une compagnie qui a des produits de très grande qualité, mais qui pour le moment est très loin de pouvoir justifier une telle prime. Bon, qu'est-ce qui fait l'actualité également chez vous? J'ai vu qu'il y avait des publications encore, notamment les résultats de Costco dans la distribution, vendeur en gros. Est-ce que le message est positif du côté de Costco, là, Grégory? Je dirais que le message est extrêmement positif. Les profits sont en hausse de 11%, ce qui est remarquable. Les marges sont excellentes. Les ventes à magasins comparés arrivent bien au-dessus de la concurrence. Il faut rappeler, la concurrence, c'est un Target, c'est un Walmart, c'est un BJ. Donc oui, pour Costco, tout va très bien. Il faut vraiment noter que il y a vraiment un marché à deux vitesses aux États-Unis. Il y a ces grands discounters tels que Costco qui attirent vraiment beaucoup de monde grâce aux prix très avantageux qu'ils offrent. Et puis il y a le reste, les Walmart, les Target, qui sont un peu en ce moment délaissés. Et puis aussi à noter, la plus grande chaîne de supermarchés aux États-Unis, un peu notre Carrefour, ça s'appelle Kroger, avec des résultats absolument fantastiques aussi, qui montrent que quand même les économies que les Américains réalisent quand ils passent à la pompe ou au niveau de l'énergie, ils les utilisent un peu en allant au supermarché. Oui, effectivement. Bon, des gains de pouvoir d'achat grâce à la baisse du pétrole. Alors tout le monde a les yeux rivés sur l'euro-dollar aussi, des deux côtés de l'Atlantique, là, on est passé sous un 11 très nettement. Donc voilà, tous les chartistes, analystes techniques regardent jusqu'où ça peut aller. Beaucoup nous disent qu'on peut encore perdre facilement 4-5 centimes, la tomber à 1,05, voire la parité ensuite pour l'étape suivante. Est-ce qu'on va vraiment arriver là sur des niveaux qui vont être compliqués à gérer pour les États-Unis, pour les entreprises américaines, pour la Fed, Grégory? Je dirais que ces niveaux sont déjà compliqués à gérer pour les entreprises américaines, en tout cas. C'est clair qu'on a vu pendant la saison des résultats que les exportatrices souffrent
pas d'une façon catastrophique non plus. Elles savent comment se prémunir contre le renforcement de leur monnaie. Elles le font depuis très très longtemps. Il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, la parité euro-dollar, c'était à 0,88, donc on en est encore très très loin. Pour la Fed, c'est peut-être quelque chose de différent. Avec un dollar fort, on évite d'avoir de l'inflation, on évite d'importer de l'inflation, et ça permet à la Fed de garder des taux bas peut-être un peu plus longtemps encore que prévu. Donc c'est, comme on dit, un mix blessing. Il y a du bon et il y a du mauvais. Merci beaucoup Grégory, merci à vous. Bonne séance du côté de New York. Il est bientôt 16h, nous on va revenir à la réunion de la Banque Centrale Européenne. On poursuit notre débriefing, on sera avec le chef économiste de Bank of America Merrill Lynch, Gilles Mouek, juste après le journal de l'économie. L'Europe qui se porte bien, on est au plus haut, au niveau record sur les marchés actions, que ce soit pour le DAX ou le CAC 40, si on compte les dividendes. Le CAC 40, dividendes réinvestis, c'est-à-dire selon le même mode de calcul que le DAX par exemple à Francfort, eh bien, est sur des niveaux records. Le CAC 40 plus